Quand Haruto avait 15 ans, sa petite amie Hana était prisonnière d'un lien magique. Elle était gravement battue et déchirée, et elle suppliait Haruto de la secourir. Haruto se tenait devant elle, mais il ne pouvait pas bouger son corps pour une raison quelconque. Il essaya d'ordonner à ses jambes de bouger, mais elles ne répondirent pas. Il exprima sa frustration d'être incapable de bouger, ce qui pourrait entraîner la perte d'Hana. Soudain, un sorcier noir apparut et informa Haruto que ses efforts pour sauver sa petite amie étaient sans espoir. Alors qu'il semblait ne même pas pouvoir parler, le sorcier parla de la disparité de leur pouvoir d'existence. Il expliqua que dans ce monde, le pouvoir d'existence est une loi naturelle créée par Dieu. Il rappelle à Haruto que son pouvoir d'existence a toujours été faible depuis sa naissance. C'est pourquoi il ne peut qu'assister, impuissant, à ce qui est sur le point de se produire. Haruto tente désespérément d'implorer l'homme, mais il se trouve dans l'incapacité de parler. Soudain, le mage noir fait apparaître une puissante boule d'énergie qu'il utilise pour frapper Hana, lui infligeant une blessure mortelle à la poitrine. Haruto assiste, impuissant, à la mort tragique de sa bien-aimée. Haruto passe le reste de sa vie à explorer inlassablement les moindres recoins du monde, s'aventurant dans d'innombrables donjons dont la rumeur dit qu'ils contiennent un objet de résurrection. À son insu, son voyage l'amène à atteindre le niveau impressionnant de 99. Pourtant, malgré 55 ans de recherches acharnées, Haruto reste infructueux dans sa quête pour ramener Hana à la vie. Sur le chemin du retour, après avoir vaincu le boss final du donjon, il prend soudainement conscience de la situation. La blessure qu'il a reçue pendant la bataille est plus grave qu'il ne le pensait, et il commence à douter de sa capacité à revenir à la surface. Le regret envahit son cœur lorsqu'il réalise l'absence d'un allié à ses côtés. Dans ce moment d'introspection, ses pensées dérivent vers Hana, la seule personne qui ait jamais cru en lui. Les souvenirs du temps qu'ils ont passé ensemble inondent son esprit, et il se rend compte qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'il ne pense à elle. Il porte un lourd fardeau de remords de n'avoir pu lui rendre sa gentillesse, et souhaite qu'une dernière chance lui soit offerte. Mais le destin s'en mêle cruellement. Il a le souffle coupé et succombe à ses blessures, laissant sa peine inachevée. Haruto se réveille dans un endroit étrange. Il est désorienté et se retrouve au sommet d'une colline. Il se trouve au sommet d'une colline, entouré d'un paysage inconnu. Juste devant lui se trouve un être spirituel, flottant sans effort sur une chaise. L'être reconnaît la présence d'Haruto et le félicite pour ses accomplissements. La curiosité envahit l'esprit d'Haruto, qui se demande s'il est vraiment mort. L'esprit se réfère à lui en tant qu'humain possédant les larmes de Dieu, ce qui ne fait qu'ajouter à la perplexité d'Haruto. Son attention se porte alors sur un objet particulier en forme de larme, qui émet une faible lueur au niveau de sa poitrine. Soudain, il prend conscience de la situation. Il s'agit du même objet que celui qu'il avait obtenu dans le donjon avant de mourir. L'esprit lui explique qu'Haruto a reçu une chance unique, celle de renaître et de revivre sa vie depuis le début. Cette révélation surprend Haruto, qui réfléchit aux implications d'un nouveau départ. L'esprit, sentant son hésitation, propose à Haruto de reposer son âme fatiguée dans ce royaume tranquille. Cependant, Haruto décline fermement l'offre, déterminé à saisir l'opportunité d'un nouveau départ, et déterminé à changer son destin. Il explique qu'il y a une condition pour le refaire. Haruto ne peut changer son destin que dans un délai de 20 ans, et il n'a qu'une seule chance de le faire. L'esprit met en garde Haruto contre l'immense pouvoir de la destinée, l'avertissant que son pouvoir d'existence peut être effacé avant qu'il ne puisse faire le moindre changement. Il demande à nouveau à Haruto s'il veut toujours essayer. Haruto accepte et révèle qu'il doit sauver quelqu'un. L'esprit approuve la décision d'Haruto et promet d'exaucer son vœu. Soudain, il flotte et entre dans le corps d'Haruto. En entrant, l'esprit informe Haruto qu'en dehors de ses souvenirs, il repartira de zéro. Il insiste sur le fait qu'Haruto devra travailler dur pour obtenir ce qu'il désire. En un instant, Haruto ouvre les yeux et réalise qu'il est maintenant un bébé, se réveillant devant ses parents. Haruto se réveille et se retrouve dans l'environnement familier de la maison de son enfance. Il regarde autour de lui et voit ses parents debout, ce qui le choque. Il se rend compte qu'il a été transporté à l'endroit même où il est né. Haruto se met à pousser des cris de bébé et ses parents le prennent dans leurs bras. Ils le caressent doucement et se disputent pour savoir qui le prendra en premier dans ses bras lorsqu'il se réveillera complètement. Haruto, encore bébé, se rend compte qu'il ne peut pas encore parler correctement et que les seuls sons qu'il émet sont des bruits de bébé. Il observe ses parents et remarque qu'ils ont l'air beaucoup plus jeunes que la dernière fois qu'il les a vus. Malgré ses limites, Haruto est déterminé à ne pas perdre un seul instant de la nouvelle vie qui lui a été offerte. Allongé dans le berceau, il exprime sa frustration face à l'inconvénient d'avoir un corps de bébé. Tout lui semble sous-développé, ce qui rend les tâches les plus simples difficiles. Décidé à agir, Haruto tente de bouger ses bras. Cependant, à sa grande surprise, une barre d'état holographique apparaît soudain devant ses yeux, affichant tous les détails de sa condition physique. Haruto, curieux, essaie de comprendre ce qu'est l'hologramme devant lui. À ce moment-là, sa mère s'approche, lui demandant s'il a besoin de changer de pantalon. Cependant, Haruto remarque quelque chose de particulier. Il est le seul à voir l'hologramme, car sa mère semble ignorer sa présence. Cette constatation le laisse perplexe. Haruto se demande s'il a
affichées dans l'hologramme, représentent ses statistiques. Il se souvient que les gens peuvent évaluer le pouvoir d'existence d'une personne dans l'église, mais il n'a jamais entendu dire que quelqu'un avait vu des valeurs numériques indiquant la force d'un individu. Cette nouvelle capacité à voir ses propres statistiques doit être liée d'une manière ou d'une autre à sa conversation avec l'esprit. Haruto se souvient que l'esprit avait mentionné qu'Haruto aurait la possibilité de choisir un cadeau, ce qui pique l'intérêt d'Haruto. L'esprit a expliqué que chaque humain est doté d'un don unique à la naissance. Ces dons peuvent être la sagesse, les arts martiaux, la magie, le charisme, la finesse et la création. L'esprit avait identifié le précédent don d'Haruto comme étant la sagesse, et lui proposa de commencer avec le même don. Cependant, Haruto refusa cette option. Il a exprimé son désir de recevoir le don de création, car il n'avait jamais entendu parler d'un tel don auparavant. Ce souvenir fait naître dans l'esprit d'Haruto l'idée qu'il doit y avoir un lien entre sa nouvelle capacité à voir la barre d'état et son désir de recevoir le don de création. Haruto clique sur l'option d'information de la barre d'état, qui lui indique qu'il possède la compétence unique de création, ce qui confirme ses soupçons. Il prend soin de analyse chaque information de la barre d'état et comprend ce qu'elle signifie. Il se promet de tirer le meilleur parti de sa nouvelle compétence. Sentant l'urgence de la situation, Haruto, allongé et impuissant, tente de se lever. Sa mère remarque ses efforts et en informe son père, exprimant son incrédulité. Après tout, Haruto n'a qu'un mois. Inquiète, la mère d'Haruto s'approche de lui et le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de se précipiter, car il a tout son temps. Cependant, Haruto sait qu'il ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Il ne reste que 15 ans avant que le sorcier noir ne prenne la vie d'Anna, et Haruto se rend compte qu'il doit devenir plus fort que le sorcier avant que ce moment n'arrive. Chaque seconde compte, et il doit aussi sauver d'autres personnes, celles qu'il n'a pas pu protéger dans sa vie précédente. Soudain, la tristesse envahit Haruto et ses parents remarquent son changement d'humeur. Inquiet, il s'enquiert de la raison de sa tristesse. L'esprit d'Haruto revient 8 ans en arrière et il se souvient du destin tragique qui attend ses parents. Ils seront assassinés sans pitié. Haruto se souvient d'une nuit tragique de son enfance, alors qu'il n'avait que 8 ans. Cette nuit-là, un grand groupe de gobelins fit son apparition. C'était la première fois que des monstres attaquaient leur paisible village. Le père d'Haruto, très courageux, se mit en position de défense, incitant Haruto et sa mère à fuir pendant qu'ils repoussaient les gobelins. Haruto ne pouvait que s'accrocher à sa mère, se sentant impuissant face aux gobelins qui massacrèrent son père sans pitié. Malgré le chaos, la mère d'Haruto essayait de le réconforter, lui assurant que tout irait bien. Cependant, à leur insu, un autre groupe de gobelins avait tendu une embuscade. Soudain, les gobelins sortirent de leur cachette et lancèrent une attaque surprise sur Haruto et sa mère. En quelques instants, les gobelins déchiquetèrent cruellement sa mère, tandis que Haruto restait assis, incapable de faire quoi que ce soit pour la protéger. Dans ces derniers instants, la mère d'Haruto rassembla ses dernières forces pour lui demander de s'enfuir et de continuer à vivre. Elle s'est excusée de l'avoir laissé seul dans un monde aussi cruel. Submergé par la peur et le chagrin, Haruto obéit à la dernière volonté de sa mère et s'enfuit aussi vite que ses jeunes jambes pouvaient le porter, sans jamais oser regarder en arrière. Haruto porte une lourde tristesse de sa vie antérieure, regrettant de ne pas avoir pu sauver ses parents. Cette fois, il est fermement décidé à changer les choses. Dès qu'il apprend à s'asseoir et à parler, il se plonge dans les études. Grâce à un entraînement intensif et à une détermination sans faille, il s'efforce d'augmenter ses statistiques. Enfin, Haruto fête ses 8 ans. Ses statistiques générales ont considérablement augmenté et il est devenu un jeune garçon remarquable. Le jour de son anniversaire, sa mère lui souhaite beaucoup de bonheur et admire sa croissance. Son père s'amuse à lui dire qu'il est devenu beau et lui demande s'il a une petite amie. Mais sa mère insiste sur le fait qu'il est trop tôt pour de telles questions. Au milieu de la fête, la mère d'Haruto lui rappelle qu'il doit se dépêcher d'aller à l'église. Ils sont sur le point de commencer une célébration spéciale en son honneur, en reconnaissance de sa croissance et de ses réalisations. Dans ce pays, lorsqu'un enfant atteint l'âge de 8 ans, il se rend à l'église pour recevoir un bracelet magique. C'est un bracelet important qui sert d'identification. Haruto se rend à l'église, où une religieuse l'accueille. Elle lui met un bracelet spécial au bras et lui explique que c'est un outil magique qui lui sert d'identification. Sans lui, il ne pourra pas entrer dans la grande ville. Haruto lui explique qu'il est important de ne pas perdre le bracelet et l'avertit de faire attention. À l'approche de la nuit, Haruto se prépare à faire face à la menace des gobelins. Il sort son tableau de compétences et commence à analyser ses capacités. En vérifiant ses statistiques actuelles, il se rend compte que la force moyenne d'un adulte est d'environ 15 ans, alors que sa propre puissance magique est de 32 ans, ce qui indique qu'il pourrait être assez fort pour faire face aux défis. Bien qu'Haruto sache à peu près comment utiliser le tableau des compétences, la compétence d'artisanat reste une énigme pour lui. La description suggère qu'elle permet de créer divers objets, mais jusqu'à présent, ses tentatives pour l'activer ont été infructueuses. Haruto en déduit qu'il ne s'agit peut-être pas d'une compétence d'artisanat. En continuant à explorer son tableau de compétences, Haruto sent soudain l'arrivée des gobelins, qui l'avertissent immédiatement de leur présence. Haruto aperçoit des gobelins et se cache rapidement derrière un grand arbre. Il observe attentivement les gobelins, les compte et se rend compte qu'ils ne sont que 3. Haruto pense que ces 3 gobelins pourraient être l'équipe d'éclaireurs. Malheureusement, les gobelins aperçoivent Haruto caché derrière l'arbre. Sans perdre un instant, ils foncent sur lui, prêts à
attaque. Haruto sent la peur monter en lui, mais il rassemble son courage. Faisant appel à son expérience passée et à l'entraînement quotidien qu'il a suivi, Haruto active la compétence chaleur. D'un coup rapide, il vainc l'un des gobelins en un seul coup. La compétence chaleur est une compétence qui augmente la température et transforme la forme du mana de l'utilisateur, endommageant sévèrement ceux qu'elle touche. Les autres gobelins regardent avec horreur leurs camarades tomber sous les coups d'Haruto. Remplis de rage, ils tentent de riposter, mais un par un, Haruto les vainc grâce à sa compétence de chaleur. Avec soulagement, Haruto réalise qu'il n'a pas eu à affronter un grand groupe de gobelins d'un seul coup, car il n'aurait pas été capable de se battre comme il le faisait dans sa vie précédente. Alors qu'il reprend son souffle, il est surpris par la barre d'état qui lui indique soudainement qu'il a gagné des niveaux. Cependant, quelques instants plus tard, Haruto commence à se sentir étourdi, se demandant si cette sensation est due à la montée en niveau. Un gobelin sournois surgit par derrière et le frappe rapidement, laissant des égratignures sur les bras d'Haruto avec sa dague. Haruto comprend alors que le gros des troupes est enfin arrivé. Il parvient à éliminer le gobelin qu'il a pris pour cible, mais il s'aperçoit que plusieurs d'entre eux sont tapis dans les buissons et se préparent à lancer leur assaut. Haruto s'en veut d'avoir baissé sa garde, réalisant que le nombre d'ennemis est devenu écrasant, surtout avec ses blessures. Paniqué, il se demande s'il a vraiment le pouvoir de changer quoi que ce soit et s'il sera toujours prisonnier d'un destin inaltérable. Cependant, un élan de détermination et de conviction s'empare soudain d'Haruto, l'incitant à ne pas abandonner tout de suite. Dans un moment d'espoir, il remarque une notification du tableau d'état l'informant qu'il a accumulé 50 points et acquis une nouvelle compétence d'artisanat appelée Grave. Haruto est surpris de découvrir une nouvelle compétence. Il se demande s'il l'a acquise après que son pouvoir magique a atteint un certain niveau. Il se rend compte que c'est peut-être la raison pour laquelle il ne pouvait pas l'utiliser auparavant. Il se demande s'il doit l'utiliser, mais craint d'être vulnérable aux attaques si, à sa grande déception, il découvre que cette compétence n'est pas destinée au combat. Ne sachant que faire, Haruto fait face à un groupe de gobelins qui s'approche. N'ayant pas le temps de réagir, il décide d'utiliser une compétence familière appelée boule de feu pour repousser certains des gobelins. Cependant, ils sont encore nombreux et continuent d'avancer vers lui. Haruto sent qu'il n'a plus d'option et son bras blessé est de plus en plus lourd. Dans un geste risqué, Haruto choisit de s'appuyer sur la nouvelle compétence qu'il a découverte. Il ferme les yeux et concentre toute sa puissance magique pour l'activer. Il espère que son travail acharné et son entraînement porteront leurs fruits en ce moment crucial. Soudain, alors qu'Haruto ouvre les yeux, il s'aperçoit qu'un grand trou a émergé du sol devant lui. Grave, une compétence qui, lorsqu'elle est activée, provoque un profond trou blanc dans le sol qui peut engloutir ses ennemis, les emprisonnant à l'intérieur. Haruto est stupéfait par l'efficacité de ses compétences et se demande si ce n'est pas le pouvoir de ses compétences de tombe et d'artisanat. Il ressent une grande excitation en réalisant qu'il a enfin réussi quelque chose d'important. Il est convaincu qu'il peut changer son destin et protéger son village. Soudain, de nombreuses notifications de montée en niveau commencent à affluer, ce qui surprend Haruto. Il comprend rapidement que c'est probablement parce qu'il a vaincu de nombreux gobelins. Cependant, alors qu'Haruto continue de monter en niveau rapidement, son corps commence à souffrir. Il se souvient avoir déjà entendu parler de cette réaction. Il ne s'agit pas seulement de l'inconfort habituel lié à la montée en niveau. Il s'agit de quelque chose de plus intense, le mal de croissance. La douleur continue et intense devient insupportable, et Haruto finit par perdre connaissance. Lorsqu'il reprend conscience, il sent une sensation de fraîcheur lui effleurer le visage. Il jette un coup d'œil autour de lui et remarque soudain qu'une substance bleue, ressemblant à de la gelée, s'accroche à son bras. Submergé par la peur, il pousse un grand cri et s'éloigne précipitamment. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il se rend compte que la créature sur son bras n'est qu'une bave inoffensive. La bave se transforme pour révéler la présence d'eau dans son corps. Elle forme une main et l'utilise pour attirer l'attention d'Haruto sur une étendue d'eau proche. D'abord perplexe face aux actions de la bave, Haruto comprend peu à peu ses intentions. La bave l'incite à boire l'eau qu'elle contient. Avec une curiosité prudente, Haruto ramasse soigneusement l'eau du corps de la bave et la boit sans hésiter. Instantanément, une vague de fraîcheur et d'exaltation l'envahit. Ravi des effets de l'eau, le slime bondit dans son corps. D'excitation. Alors qu'Haruto regarde cette créature étrange rebondir, il s'interroge sur sa véritable nature et se demande ce qu'elle peut bien être. Haruto sait bien que si les limaces ne sont pas dangereuses pour les humains, elles ne sont pas non plus très amicales. De façon surprenante, le slime saute au visage d'Haruto, ce qui le fait crier. Cependant, il se rend vite compte que le contact de la bave est incroyablement chatouilleux. Le jour se lève, et Haruto reste au sommet de la colline pour admirer la vue pittoresque de son village. Il dépose délicatement le slime sur ses genoux, et lui fait part de ses liens profonds avec le village. Il lui explique qu'en dépit de sa petite taille, le village est un endroit splendide orné par la beauté de la nature. Après avoir passé un peu de temps avec le slime, Haruto mentionne qu'il doit revenir parce qu'il y a quelqu'un qu'il doit sauver, qui n'est autre que Hana. Haruto reconnaît sa faiblesse actuelle et se rend compte qu'il ne pourra pas devenir vraiment fort en s'entraînant seul dans le village. Il informe le slime de l'existence d'un donjon de renommée mondiale dans la ville de Kinotagris, situé à 1 mois de marche du village. Haruto révèle son ambition de conquérir le plus haut étage du donjon et d'élever son niveau autant que possible.
à travers les épreuves qu'il y rencontrera. Avant qu'Haruto n'affronte les gobelins, on apprend qu'il a écrit une lettre à ses parents, dans laquelle il s'excuse d'être parti soudainement, mais explique qu'il a quelque chose d'important à faire. Dans cette lettre, il s'excuse d'être parti soudainement, mais il s'expliquait qu'il a quelque chose d'important à faire. Haruto admet qu'il voulait leur annoncer la nouvelle en personne, mais qu'il pensait que cela les rendrait encore plus tristesse. Il leur exprime sa gratitude pour l'éducation qu'ils lui ont donnée, et souligne à quel point il est heureux d'être leur fils. Les 8 dernières années ont été incroyablement précieuses pour lui. Un mois s'écoule, et Haruto continue de se diriger vers le donjon. En chemin, il commence à chasser et à vaincre des monstres. Un jour, il réussit à tuer un redoutable loup de nuit, qu'il décide d'utiliser comme dîner. À la surprise d'Haruto, Ru lui offre une pierre magique qu'il a obtenue du loup de nuit vaincu. Haruto garde la pierre magique dans son sac, où il a collecté de nombreuses autres pierres magiques lors de précédents combats contre des monstres. Il se rend compte qu'avec autant de pierres magiques dans son sac, il n'aura plus à s'inquiéter de sa subsistance à l'avenir. Cette nouvelle confiance en lui le rassure pour la suite de son voyage. Plus tard, Ru trouve un endroit spacieux pour camper. Les Slimes qui ont fait du bon travail en trouvant un si bon endroit. Ils décident de s'y reposer pour la journée, sachant qu'ils atteindront Kinotagris le lendemain. À la tombée de la nuit, Haruto savoure son dîner et mentionne qu'il peut maintenant facilement vaincre des monstres de bas rang. Il a l'impression que son corps s'habitue au combat et que ses progrès sont plus rapides que ceux des autres. Haruto se rend compte qu'il devrait pouvoir progresser plus efficacement dans le donjon, et il décide de devenir plus fort. Ru dévore joyeusement de la viande et exprime son désir de manger beaucoup pour pouvoir travailler dur. Haruto rit et exprime sa gratitude à Ru pour l'avoir aidé à collecter des pierres magiques, à trouver des lieux de repos et pour l'avoir encouragé. Il admet qu'il est heureux d'avoir Ru à ses côtés. Haruto est surpris de découvrir que Ru peut manger de la viande, car il n'en avait aucune idée auparavant. À l'insu d'Haruto, une fille se cache derrière un rocher et les observe, lui et Ru. Au bout d'un moment, Haruto sent que quelqu'un les observe et demande qui est là. Ne recevant aucune réponse, il décide de lancer sa baguette sur la fille, mais celle-ci l'esquive à une vitesse incroyable. La fille se déplace autour d'Haruto. Haruto est si rapide que ses yeux ont du mal à suivre. Haruto se rend compte qu'il n'a aucune chance si la personne l'attaque. Au bout d'un certain temps, Haruto aperçoit enfin la personne et se rend compte qu'il s'agit d'un humain. Il se demande s'il ne s'agit pas d'un bandit qui tente de voler ses pierres magiques. Cependant, au lieu de prendre ses pierres, la fille attrape la viande qu'Haruto est en train de faire rôtir sur le feu et commence à la manger, à la grande surprise d'Haruto. L'étrange intruse semble vouloir participer à un concours de regard avec Haruto. Elle a les mains pleines de kebab et la bouche pleine de viande juteuse. Cela explique peut-être pourquoi elle n'a pas encore parlé. Elle prend son temps, croquant dans son bâton de viande, lorsqu'elle demande à Haruto s'il est un homme bête. Sans attendre de réponse, elle se présente sous le nom de Majika, précisant qu'elle est en voyage pour une raison qu'elle décide de ne pas mentionner. Elle laisse ensuite la place à la présentation d'Haruto. Haruto se rend compte qu'elle n'est peut-être pas hostile puisqu'elle a fait des efforts pour se présenter. Il se présente donc simplement sous le nom d'Haruto. Il n'y a pas d'informations sur le contexte. Il est trop occupé à regarder ses oreilles. Elles sont sur le dessous de la tête et ont une forme féline. A une queue duveteuse et poilue. La race des écureuils, précise-t-elle pour son bien. Elle lui demande s'ils sont rares dans la région, ce qui pourrait se traduire par « Tu n'as pas déjà vu un être mi-humain, mi-écureuil ?» Elle a épuisé son kebab à ce stade, et avec une rapidité surprenante. Est-ce le feu de camp d'Haruto, des mains avides qui se tendent vers sa réserve de viande? Majika semble clairement avoir une obsession pour la viande. Elle commence à paraître un peu trop pour Haruto, et il lui demande de ralentir, au sens propre comme au sens figuré. Il a besoin de savoir qui elle est, à condition qu'elle se donne la peine d'écouter plutôt que de se battre avec vous pour un kebab. Il ne faut cependant pas longtemps pour que Yu et Majika s'entendent. Yu se perche sur son épaule, et maintenant elle n'est peut-être plus aussi hostile. Mais elle est toujours aussi étrange car elle suit Haruto sans son consentement. Lorsqu'il lui demande pourquoi, elle prétend que c'est un enfant et qu'il a besoin d'un guide. De plus, elle a quelque chose à faire à Kinotagris et devrait donc le suivre. Haruto rétorque qu'elle doit être elle-même une enfant, mais Majika révèle qu'elle a l'air plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Elle est définitivement une adulte, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au début, Haruto rejette sa proposition de l'accompagner. Puis, pour une raison étrange, ils décident qu'ils feront la paire. Majika lui demande pourquoi il a soudainement changé d'avis, mais il l'interrompt en lui disant qu'ils peuvent voir Kinotagris de leur point de vue. Le bracelet magique d'Haruto est accessible. Comme il est propre, il peut entrer dans la ville. Kinotagris. Cela signifie désordre en langue ancienne. La ville est considérée comme un creuset de personnes de différentes races. Le donjon est situé au centre de la ville, et est une attraction touristique pour les aventuriers et autres. Majika explique que c'est la première fois qu'elle est entourée de gens, car elle vient d'un village. Haruto laisse entendre que ce n'est pas la première fois qu'il vient en ville. Lors de sa première, il était tout aussi nerveux. Majika s'aperçoit de son erreur et l'interroge à ce sujet. Il réussit à mentir en disant qu'il y est allé une fois avec ses parents lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Cependant, dans sa vie antérieure, il ne visite Kinotagris qu'à l'âge de 10 ans. Il ne peut s'empêcher de constater que la ville est différente de la leur. Elle est plus vivante et plus propre. Haruto se demande ce qui a bien pu se passer pour que la ville change de statut en l'espace de 2 ans. Haruto veut aller à la guilde des aventuriers pour acquérir de l'expérience.
l'argent qu'il utilisera pour survivre. La magie attaque en même temps. Ils arrivent à un magasin et Haruto demande à faire un échange contre ses pierres magiques. L'homme derrière le comptoir le repousse, pensant qu'il perd son temps ou qu'il fait une farce. Après tout, Haruto n'est qu'un enfant, alors pourquoi aurait-il des pierres magiques? Haruto laisse l'homme presque sans voix lorsqu'il décharge son sac de trésors. On comprend alors pourquoi Haruto a laissé Magica l'accompagner. C'est une adulte qu'il peut facilement utiliser pour expliquer ses intentions d'échanger ou de posséder de telles pierres magiques. Les pièces qu'il reçoit pour l'échange sont une arnaque, mais au moins il a quelque chose de substantiel. Il exprime ensuite son désir de réserver une auberge et Magica l'accompagne. Haruto ne s'attendait pas à ce que Magica l'accompagne, mais il est heureux qu'elle l'ait fait. Il ne l'aurait probablement pas laissé réserver l'auberge tout seul, pensant qu'il est un enfant qui s'est enfui de chez lui. Il est donc reconnaissant de sa présence. Il fait la conversation en disant que la nourriture de l'auberge est décente et demande à Magica d'en goûter si elle ne l'a pas encore fait. Haruto remarque que l'esprit de Magica semble être à des kilomètres de là et lui demande ce qui ne va pas. Comme elle se montre réticente à parler, il change de tactique en suggérant à Magica de lui parler de ses problèmes, en faisant le torse à une chauve-souris. La peu conventionnelle Magica profite de l'occasion pour se déshabiller devant Haruto, malgré ses protestations. C'est à se tordre de rire. Intérieurement, Magica exprime sa fatigue et le fait que tout lui semble si nouveau. Elle décide de se reposer le reste de la journée et de prendre le repas dit « loué » demain. Lorsqu'elle entre dans la chambre qu'elle partagera avec Haruto, elle le trouve en position de méditation, de l'essence bleue se dégageant de lui. Elle se dit immédiatement que l'essence bleue doit être du mana, mais que les humains sont incapables de contrôler une telle énergie. Avant même de s'en rendre compte, elle pose la question suivante. « Haruto, qu'est-ce que tu es ?» Elle révèle intérieurement qu'elle traque Haruto depuis des jours, ce qui a conduit à leur rencontre officielle. Elle parcourait le monde à la recherche de quelqu'un. Puis elle a repéré ce gamin et a été suffisamment fascinée pour le suivre. Il présentait des qualités qu'elle n'attendait pas d'un enfant, et un talent qu'elle ne soupçonnait pas. Au fil des jours, elle s'est rendue compte qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. De plus, elle a eu l'intuition qu'il cachait quelque chose d'important. Elle a donc décidé d'entrer en contact avec lui et a découvert qu'il était tout aussi mystique. Avec son visage plutôt mature pour un enfant de son âge, elle se demande maintenant si c'est la personne qu'elle a cherchée pendant toutes ces années, au cours de tous ses voyages, celui qui peut changer le monde. Mais ce n'est pas possible. Elle se souvient que l'oracle des constellations a dit que le changeur de monde était une fille. Eh bien, s'il n'est pas le héros prévu, il est certainement la clé de quelque chose de grandiose. Haruto reste inconscient de la présence et de l'analyse de Magica. Il s'évanouit après sa méditation, le sommeil lui venant facilement après toute cette démonstration de magnificence. Haruto se demande pourquoi il s'est entraîné si dur et ce qui l'a poussé à le faire. Heureusement que Magica est bien réveillée, car elle remarque qu'un intrus entre dans la pièce et plane au-dessus d'eux. Elle envisage d'intervenir pour se protéger et protéger Haruto, mais décide de voir comment Haruto se débrouille. L'assassin, l'intrus, le voleur est venu chercher les pièces de monnaie d'Haruto. Son vol est interrompu lorsque Haruto se réveille et le remarque en train d'essayer de voler le sac. Agité, le voleur révèle un couteau et le pointe sur le cou d'Haruto. Magica panique et le voleur leur demande de se taire. Personne ne sera blessé s'ils restent en muet. Haruto n'est manifestement pas d'humeur à suivre les règles. Il demande au voleur comment il savait exactement où se trouvait le sac de pièces. Le voleur réplique en disant « Pourquoi tu parles encore ?» Haruto profite de la distraction du voleur pour déployer son talent de bazooka aérien, en voyant le voleur voler par la fenêtre avec une poussée d'énergie. Magica demande ensuite à Haruto s'il va bien. Il répond sans hésiter qu'il va bien. Magica a maintenant une idée derrière la tête. La démonstration d'adresse d'Haruto aurait pu facilement tuer l'homme. C'est un niveau de compétence trop élevé pour un enfant. Elle se tourne pour interroger une partie de son esprit curieux, mais elle constate qu'il dort profondément. Haruto est quelqu'un d'autre, décide-t-elle. Le lendemain, Magica goûte la nourriture qu'Haruto a jugée délicieuse. Il lui demande si ses notes sont bonnes et, en avalant la viande, elle déclare que c'est le meilleur plat qu'elle ait mangé de toute sa vie. Elle ne manque pas de laisser des miettes dans son assiette et s'extasie sur son état de satiété. Elle s'attendait à être rassasiée après avoir mangé 10 portions. Ils sont maintenant dans les rues de Kinotagris, et Magica demande à Haruto quelle est la première chose à faire. Il répond qu'il veut visiter le donjon, mais qu'ils doivent d'abord faire un petit détour. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais cela a quelque chose à voir avec la dague que le voleur a laissée derrière lui. Haruto arrive à l'endroit où il a échangé ses pierres magiques contre des pièces. L'homme qui a fait l'échange n'a pas l'air ravi de voir Haruto malgré ses gentilles salutations. Il n'est pas prêt à entendre une plainte au sujet de l'échange, car il est actuellement assis avec son patron et appréciera qu'ils reviennent plus tard. Haruto expliquait que la présence du patron est un plus car ce qu'il a à dire les concerne également. Le chef est tout oui quand Haruto annonce qu'il y a des voleurs dans cette guilde. Il raconte l'incident de la nuit dernière, détaillant comment un voleur s'est introduit dans sa chambre et savait exactement où trouver une cachette de pièces le soir même où il a effectué les transactions de pierres magiques. Une coïncidence? Il pense que non. Le coupable était au courant lorsqu'il a vendu ses pierres à la guilde. Il était probablement tapi quelque part à proximité. Le patron demande à Rion, l'homme qui a vendu les pièces, s'il a vu quelqu'un de suspect. Rion semble soudain inquiet et déstabilisé, surtout lorsque son chef insiste. Haruto révèle alors que Magica a laissé une marque magique sur l'intrus hier soir, lors de leur combat. La marque en question a été laissée sur le bras du coupable, et nous voyons brièvement Rion dissimuler la preuve en ajustant ses manches.
Le chef accepte cette offre mais Rion intervient pour dire qu'Haruto peut garder la dague s'il le souhaite. Le chef reconnaît que c'est une bonne offre, mais Rion intervient en disant qu'Haruto peut garder la dague s'il le souhaite. Elle pourrait être sa petite récompense en quelque sorte. Le patron décide de laisser à Rion le soin de régler les autres détails, déclarant qu'il a des affaires à régler. Lorsqu'Haruto et Majika quittent le magasin, Majika déclare que Rion est sans aucun doute le coupable et se demande pourquoi Haruto a décidé de le laisser s'en tirer à si bon compte. Haruto répond qu'il est d'accord pour que Rion reçoive l'avertissement et qu'il y a des choses plus importantes à faire. Il se retrouve face à un bâtiment si haut qu'il n'en voit pas le sommet. Il s'agit du labyrinthe de Kinotagris, l'un des plus célèbres donjons du monde. C'est un bâtiment fascinant dont l'origine et l'histoire ne sont pas claires. La couche inférieure est constituée du 1er au 25e étage, où tout le monde peut chasser en toute sécurité et où les aventuriers débutants s'entraînent. Au milieu de leur orientation, un monstre de l'étage supérieur apparaît et quelqu'un conseille aux aventuriers de bas niveau de se mettre à l'abri. Quelqu'un aperçoit Haruto et lui dit que c'est un enfant et qu'il devrait se cacher. Haruto active sa compétence de tombeau et un trou engloutit le monstre. Il fait de son mieux pour empêcher les badauds de poser trop de questions et s'échappe vers la couche intermédiaire. Un autre monstre apparaît et Majika donne un bon coup de poing. Elle demande à Haruto de l'aider plutôt que de rester là. Il sort sa dague et ses statistiques indiquent un plus 10 pour sa vitesse. Il décide de rassembler d'autres armes pour augmenter ses statistiques. Tout d'abord, il s'occupe du monstre de niveau moyen et le vainc facilement. Il a maintenant envie de s'attaquer à des tâches plus difficiles que seul l'étage supérieur peut offrir. L'étage supérieur commence au niveau 50. C'est une zone dangereuse où seuls quelques aventuriers de haut niveau peuvent se rendre. Chaque étage contient un monstre plus fort que le précédent. C'est pourquoi Haruto leur suggère de commencer à augmenter leur niveau le plus tôt possible. Majika, toujours curieuse, demande à Haruto comment il fait pour tuer les monstres aussi facilement. Haruto décide de plaisanter, lui demandant si elle connaît une meilleure façon de gérer les monstres, car il est tout oui. Majika insiste sur le fait que même les aventuriers de haut niveau ont du mal à combattre ces monstres qu'Haruto a si facilement vaincus. Ce qui est encore plus amusant, c'est qu'il n'est qu'un enfant. Comment un garçon de 8 ans peut-il être aussi fort? Haruto demande si c'est vraiment étrange qu'il soit si fort, et Majika l'exprime. Et vraiment, Haruto se rend compte qu'elle voit à travers lui, qu'elle le regarde vraiment et qu'elle le reconnaît. Seule une autre personne a fait cela auparavant, Hana. Même dans sa vie passée, lorsqu'il avait atteint le niveau 99, même lorsqu'il s'était associé à des aventuriers de haut niveau, il ne l'avait jamais reconnu à cause de son faible pouvoir d'existence. C'était tout simplement la règle du monde. Et rencontrer des gens qui ne sont pas soumis à cette règle, c'est... il n'est pas sûr du mot. Majika insiste pour qu'il révèle qui il est vraiment. Est-il humain? Il reconnaît nerveusement qu'il l'est, en quelque sorte. Il n'a aucune idée de la façon dont il est censé révéler qu'il est né de nouveau. Majika décide de le traiter de pervers, puisqu'il refuse de dire ce qu'il est vraiment. Haruto annonce qu'ils peuvent vaincre les monstres du niveau 50 avec une seule attaque, maintenant qu'ils ont beaucoup progressé en niveau. Pour plus d'action, ils montent les escaliers du donjon. Si Haruto se souvient bien, ils sont sur le point d'affronter un monstre redoutable. En effet, il tombe nez à nez avec l'ogre rouge. Il a eu tant de mal à vaincre le monstre dans sa vie passée, qu'il se demande s'il en sera autrement aujourd'hui. Majika dit qu'elle sent dans son aura qu'il s'agit d'un monstre différent de ceux qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent. Elle l'exhorte à Haruto pour la remplacer, mais ce dernier a d'autres projets. Il veut affronter l'ogre rouge tout seul. Majika pense qu'il est fou, qu'il invite facilement à la mort, mais il dit qu'il a besoin d'utiliser la bataille pour tester ses compétences. Il lance une attaque avec sa dague, mais l'arme n'a pas une seule égratignure, comme si la peau de l'ogre était faite d'acier. Il essaie à nouveau et se rend compte qu'il doit toujours frapper au même endroit pour avoir un impact. Il continue, esquivant l'attaque du monstre, mais donnant des coups constants de son côté. Cela porte ses fruits et le monstre tombe vaincu. Encore une chose qui émerveille Majika. Haruto espérait que le combat aurait été beaucoup plus facile, certes, mais au moins, il a pu mesurer sa force actuelle. De plus, il y a un géant de sa gemme de pierre en guise de récompense. Haruto propose de rentrer maintenant, mais Majika semble perdue dans ses pensées. Haruto essaie de la faire sortir de ses pensées et elle lui fait remarquer qu'il y a un bruit. Soudain, un monstre gigantesque sort une main de l'ombre. Haruto pense qu'il devrait s'enfuir, mais Majika s'y oppose. Ils doivent rester et se battre. S'ils s'enfuient, ils mourront. Ogre végétal. Un ogre possédé par un monstre de lierre. Le monstre du lierre est un monstre de rang inférieur. Mais lorsqu'il est attaché à un autre monstre, il tire plus de puissance que l'autre ne pourrait le faire seul. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit d'un monstre de niveau 70 au 50e étage. Même les ogres normaux sont au moins 10 niveaux au-dessus. Et l'ogre rouge était un mal de tête. Alors l'ogre végétal ressemble à une migraine qu'Haruto n'est pas prête à supporter. Haruto suggère de trouver une ouverture et de fuir. Mais Majika insiste pour qu'ils affrontent le monstre. Elle comprend que le monstre est fort, mais elle est à bout. Elle s'est entraînée pour trouver le héros et devenir son bras droit. Avant de rencontrer Haruto, elle pensait que personne d'autre qu'elle ne s'était entraîné aussi dur. Après avoir observé Haruto pendant des jours, elle se rend compte qu'elle avait tort. Pourtant, elle doit essayer de vaincre le redoutable ennemi qui se trouve devant eux. Elle lui assène un coup plein d'énergie, mais le monstre ne réagit pas. Le monstre tente de riposter, mais la vitesse de Majika entre en jeu. Elle met au point une stratégie qui lui permet d'accélérer sa vitesse et de frapper plus fort. Le monstre parvient tout de même à l'entourer de lianes de lierre jusqu'à ce qu'elle puisse activer une compétence de coupeur d'air. Oh, attends, ce n'était pas elle.
C'est Haruto qui a exécuté la compétence, la sauvant ainsi des lianes. Intérieurement, elle se sent pathétique d'avoir été sauvée par un enfant. Il n'est pas question de jouer. Ce monstre doit être abattu, même si elle doit y mettre toutes ses forces. Elle incante un sort. Pas d'ombre avant et pas de fantôme après avoir créé de l'énergie, avec une énergie d'essence jaune provenant d'un artefact de jointure. C'est son coup secret appelé Stella Magnum, et l'utiliser dans un combat a drainé tout son mana. Mais le monstre se relève, loin d'être vaincu. Magika s'effondre à genoux, attendant que l'ogre végétal la piétine d'un énorme pied levé. Elle n'en revient pas. Même son attaque la plus puissante ne fait pas le poids. Elle semble n'avoir aucun effet sur le monstre. Avant que le monstre ne remporte la victoire, Haruto intervient pour sauver Magika. Il l'enlève de la cible du monstre et l'emmène à toute vitesse dans un endroit sûr. Il lui demande de le laisser s'occuper de la situation actuelle. Puis il confie à Ru le soin de surveiller et de prendre soin de Magika. J'avais presque oublié le petit animal de compagnie. Il fait face au monstre, le laissant rugir. Puis il se met à courir vers lui, dague à la main. Il n'est pas aussi rapide que Magika, il le sait. Mais il fait de son mieux pour éviter les attaques des lianes de lierre du monstre. Cela se passe bien pendant un moment. Il est strictement sur la défensive, mais il ne peut pas tenir éternellement. Comme si le monstre pouvait lire dans ses pensées, il frappe Haruto d'un coup sec avec une liane lourde, lui coupant le vent et l'éclaboussant de sang. Haruto parvient à s'attacher à la liane et à appliquer sa compétence de chaleur. Magika panique depuis les gradins, l'appelant après avoir été témoin de cette attaque brutale. La compétence de chaleur déclenche un feu qui engloutit la liane. Même s'il s'agit d'un monstre, la vigne reste une plante faible à la magie de feu. Il est donc inutile d'essayer de brûler la vigne, car elle se régénérerait tout aussi rapidement. Il commence à chauffer sa dague avec sa magie. Son attaque devra atteindre le corps du monstre en profondeur. Il charge avec une nouvelle ardeur dans ses attaques. En tranchant les lianes, il lui serait impossible de percer la peau épaisse du monstre. Il devrait donc viser son cou. Il vise donc le cou du monstre. Et c'est ce qu'il fait, réussissant à manœuvrer dans le dos du monstre, grimpant jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la nuque du monstre. Il applique alors un micro-éclaircissement avant de sauter pour regarder le monstre s'embraser. La chaleur émise par le monstre en feu devient intense et Haruto s'évanouit. Il ne reste plus que Magika et vous pour vous émerveiller d'une nouvelle victoire de la gamine. Encore une fois, elle a perdu contre un enfant. C'est un goût qui lui reste en travers de la gorge. Lorsque Magika et Haruto se réveillent, ils se retrouvent allongés dans les rues de Kinotagris, vous planant au-dessus d'eux. Haruto vous demande si c'est vous qui les avez sortis du donjon, car il ne se souvient pas de l'avoir fait lui-même. Il fait un câlin à l'animal de compagnie baveux, appréciant sa fiabilité. Il était dangereux pour eux de s'évanouir dans le donjon, et ils ont de la chance de vous avoir. Magika semble être de mauvaise humeur, n'offrant même pas un remerciement. Elle annonce qu'elle veut retourner à l'auberge. Haruto comprend qu'elle veut se reposer après tant d'activités. Il lui dit qu'il va la laisser se reposer un peu avant de retourner au donjon. Intérieurement, il n'arrive pas à croire que Magika soit détentrice d'un artefact. Les artefacts sont des trésors célestes qui sont rares parce qu'ils sont peu nombreux. Il se souvient de son combat dans le donjon. L'artefact de poing américain que Magika a utilisé s'appelle Stella. Si ses souvenirs sont bons, le détenteur de cet artefact mourra dans 7 ans. La nuit, en prenant un bain. Haruto est allongé dans la baignoire et réfléchit aux événements de la journée. Il essaie de rassembler des informations pour comprendre qui est Magika. D'après ce qu'il sait jusqu'à présent, Magika est une personne qui possède un artefact en forme de poing américain. De plus, elle appartient à la race des écureuils. Et la seule personne qui corresponde à toutes ces descriptions est Magika l'extrême terreur, qui occupe la 5e place sur la liste des êtres dangereux de l'Église. L'Église l'a déclaré, ainsi que 5 autres, ennemis de Dieu. Les artefacts sont des trésors célestes puissants, rares et peu nombreux. L'artefact que Magika a utilisé s'appelle Stella. Haruto se rend compte que les 6 êtres ne sont pas encore apparus, mais il sait que l'ordre de les abattre viendra plus tard. Haruto invoque le tableau des compétences et vérifie le pouvoir d'existence de Magika. Il pense que son talent devrait se situer autour de 4 étoiles et admet qu'il s'est senti dépassé par ses capacités dans le donjon. Il pense qu'elle deviendra beaucoup plus forte que lui à l'avenir. Cependant, dans 7 ans, l'Église causera la mort de Magika. Haruto commence à se sentir insignifiant et doute que lui, quelqu'un comme lui, puisse vraiment changer l'avenir. Dans la baignoire, Haruto remarque Ru et se demande comment elle est arrivée là. Il demande à Ru si elle veut qu'il nettoie aussi son corps, et Ru répond positivement. Haruto remercie Ru de les avoir sauvés un peu plus tôt, et promet de lui rendre sa gentillesse en rendant son corps propre et brillant. Cependant, Ru s'interrompt et dit à Haruto d'arrêter parce qu'elle se sent chatouilleuse sous ses pieds. Cela perturbe Haruto, qui se demande comment les limaces peuvent avoir des pieds. Après avoir pris son bain, Ru se met à scintiller et à briller, ce qui étonne Haruto. Il demande à Ru si cette belle forme est sa véritable apparence, et si elle est satisfaite. Ru saute d'excitation, mais à la surprise d'Haruto, elle fond rapidement. Haruto se rend compte que l'aberrant slime était en fait une mauvaise idée, et cherche désespérément pour aider Ru à retrouver sa forme originale. Une fois que Ru a retrouvé sa forme originale, Haruto l'emmène dans un salon et s'étonne qu'elle ait soudainement fondu. À l'intérieur du salon, il voit Magika, qui lui demande de lui parler brièvement. Ils sortent, et Magika s'assoit silencieusement sur un banc, ce qui rappelle à Haruto qu'elle est silencieuse depuis qu'ils sont rentrés dans leur chambre.
Il se demande si quelque chose ne va pas. Pour tenter d'engager la conversation, il remarque la beauté de la vue nocturne, mais elle répond d'une manière plutôt froide. Après quelques instants de silence, elle prend enfin la parole, avouant qu'elle ne s'attendait pas à être vaincue par le monstre, car elle avait confiance en sa force supérieure à celle de l'aventurier moyen. Elle pense que sa fierté vient du fait qu'elle a surmonté un entraînement difficile, mais le récent rappel lui a fait réaliser qu'elle est encore inexpérimentée et faible. Elle a donc décidé de se concentrer uniquement sur son propre entraînement. Elle reconnaît qu'en restant avec lui, elle risque d'être gâtée, c'est pourquoi elle prévoit de prendre une chambre séparée. Elle conclut en exprimant sa gratitude à Haruto pour l'avoir aidé à prendre conscience de ses faiblesses et en l'assurant qu'elle ne perdra pas la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Voulant démontrer sa force, Haruto se met à rire, ce qui amène la jeune fille à se demander s'il trouve ce qu'elle a dit étrange. Haruto s'excuse d'avoir ri et explique que ce n'est pas une question de talent, mais d'effort. Il lui assure qu'il ne la laissera pas le surpasser et lui suggère de s'efforcer tous les deux de devenir plus forts et de se rencontrer à nouveau. Cependant, Haruto ne se rend pas compte que même s'ils travaillent au dur, il y a toujours des forces puissantes dans ce monde qui peuvent facilement les détruire, les dominent facilement. À l'aube, Haruto range ses affaires et remarque que le lit de Majika est désormais vide. Il ressent une vague de tristesse, mais décide de s'aventurer seul. Le temps devient flou et il se consacre à l'entraînement. Il se concentre d'abord sur l'amélioration de ses compétences en artisanat. Il sent un puissant mana émaner de la forêt et pense pouvoir y trouver du minerai en abondance. Comme la compétence s'appelle artisanat, il est persuadé qu'il peut utiliser les minerais pour créer quelque chose de précieux. Haruto commence par découvrir un rocher et utilise sa compétence d'artisanat pour le diviser en 2 morceaux. Pour son plus grand bonheur, il trouve de jolies pierres précieuses à l'intérieur. Son contrôle du mana s'améliore également, passant de à 47, et sa compétence augmente de 20 points. De plus, il débloque inopinément une nouvelle compétence d'artisanat appelée Forge. Haruto est excité car il réalise que la compétence d'artisanat ne sert pas seulement à attaquer, comme la compétence de tombeau, mais qu'elle permet aussi de créer des objets. Par la suite, Haruto commence à collecter des matériaux dans le donjon et utilise sa magie pour les raffiner, créant ainsi sa propre arme. Cela le rend extrêmement heureux, car il n'a plus besoin de faire appel à un forgeron. Alors qu'Haruto s'entraîne à l'épée avec sa nouvelle arme, il découvre des capacités inattendues. Alors qu'il affronte un monstre de type 1000 pattes à un étage particulier, il se débat et envisage de battre en retraite, pensant qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter un tel défi. Cependant, il est informé que sa maîtrise de la technique de l'épée a atteint 40 points, et qu'il a acquis une nouvelle compétence, le maniement de l'épée à 2 mains. Le double maniement est une compétence qui permet à son utilisateur d'utiliser sans effort 2 armes en même temps. Haruto vainc facilement le monstre en utilisant sa dague et son épée. Son niveau passe de 36 à 37. Il découvre également une nouvelle stratégie en combinant la gravité avec d'autres compétences. Il en fait la démonstration en attirant un groupe de taureaux monstrueux dans une tombe, puis en utilisant une vague d'eau pour les en débarrasser. Il se rend compte qu'en modifiant ce qui entre dans le trou, il peut rendre la compétence encore plus puissante. Haruto continue de monter en niveau et acquiert inopinément une autre compétence d'artisanat appelée Hack. Hack. La quantité de mana que vous y mettez permet de déplacer la cible dans la direction que vous souhaitez. Haruto teste la compétence en utilisant un gros rocher à l'aide de son esprit. Lui permet de contrôler des rochers grâce à la télékinésie. Il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une compétence tape à l'œil comme les autres, mais qu'elle peut tout de même être utile. Il décide d'améliorer sa maîtrise de cette compétence dès maintenant. L'hiver arrive et Haruto se promène au marché. Il entend des aventuriers parler d'une personne bizarre qui a vaincu 1000 monstres au niveau supérieur du donjon. Il mentionne que cette personne ressemble à un petit enfant et qu'elle est accompagnée d'un slime. Haruto est surpris car il se rend compte qu'il parle de lui. Les aventuriers continuent de parler en disant que le niveau est si dangereux que même les aventuriers de haut niveau ont besoin de faire la fête. Haruto commence à se demander si son existence est enfin reconnue. Il se souvient que dans sa vie précédente, en raison de son faible pouvoir d'existence, personne ne le regardait, quel que soit l'exploit qu'il avait accompli. Et il se demande si quelque chose est en train de changer. Il se demande si quelque chose commence à changer. Mais il exprime sa déception d'avoir été traité de bizarre. À l'auberge, Haruto informe l'aubergiste qu'il retournera au donjon le lendemain et que sa chambre sera vide pendant quelques jours. L'aubergiste comprend et lui conseille d'être prudent dans le donjon. L'aubergiste s'enquiert alors du bien-être de la fille écureuil avec laquelle Haruto était. Haruto est surpris par cette question et explique qu'il n'a pas vu Majika depuis qu'ils ont fait chambre à part. L'aubergiste l'informe alors qu'elle n'est pas revenue depuis plusieurs jours et qu'elle est un peu inquiète, d'où sa question. Haruto pense qu'il ne devrait pas s'inquiéter car il s'agit de Majika, mais il ne peut s'empêcher d'avoir un sentiment de malaise dans la poitrine. Il se rend compte qu'étant donné que sa vie actuelle est différente de sa vie passée, il est possible que l'avenir de Majika soit également en train de changer. Haruto se demande pourquoi il ne s'en est pas rendu compte plus tôt, et s'inquiète de la possibilité que le pape ait déjà donné l'ordre de faire du mal à Majika. Il craint que les événements qui devaient se produire 7 ans plus tard ne se produisent bien plus tôt. Haruto prie silencieusement pour la sécurité de Majika, espérant qu'elle sera sauvée. Pendant ce temps, un étrange homme dans une calèche observe Haruto dans sa fuite et lui sourit malicieusement. L'homme complimente ensuite Haruto, le décrivant comme un garçon énergique. Haruto décide d'utiliser la compétence de détection pour retrouver rapidement Majika.
pensant qu'il sera facile de trouver quelqu'un qui lui ressemble. La détection est une compétence qui permet à l'utilisateur de repérer facilement une personne de son choix grâce à son aura, dans une zone limitée. Il la repère dans la foule et s'empresse d'aller vers elle en l'appelant par son nom. Elle est surprise et dit que ça fait longtemps. Haruto pense silencieusement à Dieu qu'elle est en sécurité et qu'elle n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement blesser. Elle remarque qu'il semble essoufflé et lui demande ce qui ne va pas, mais il ne peut pas lui dire qu'il a pensé que quelque chose de grave pourrait lui arriver. Au lieu de cela, il ment et dit qu'il l'a vue pendant son exercice matinal. Il change de sujet en lui demandant si elle a froid et lui donne son écharpe en lui disant de rester au chaud. Alors qu'elle le remercie, le temps change soudainement et une sphère noire apparaît dans le ciel. Magica exprime son malaise, sentant quelque chose d'inquiétant. La sphère noire continue de grossir, ce qui provoque chez Haruto une augmentation incontrôlable de ses sens. En un instant, il comprend ce qu'est vraiment la sphère noire. Il tente désespérément de prévenir Magica pour qu'elle dise à tout le monde d'évacuer, mais il est trop tard. Sans crier gare, la sphère explose violemment, se transformant en un énorme diable, un monstre immensément puissant. Haruto est intrigué par l'apparition soudaine d'une créature aussi redoutable dans la ville. Le démon libère un rayon dévastateur de ses doigts, détruisant simultanément plusieurs bâtiments. Haruto se souvient d'un dicton selon lequel un démon ne cesse de causer des dégâts tant que tout n'est pas détruit, et qu'il faut donc l'arrêter pour éviter d'autres dommages. Cependant, Haruto se rend compte qu'il ne peut même pas se tenir debout ou bouger son corps, comme la nuit où sa petite amie est morte. En raison de la différence significative de puissance d'existence, son corps se sent restreint comme s'il était lié par des chaînes. Alors qu'Haruto s'efforce de bouger son corps, le démon poursuit son œuvre de destruction, démolissant les bâtiments sur son passage. Soudain, Magica rend le cachinès d'Haruto et le place autour de son cou, le rassurant de lui faire confiance pour tout. Déterminée, elle part seule affronter le monstre. Magica assène un coup puissant à la créature, provoquant une explosion soudaine qui étonne Haruto. Il se rend compte que Magica est devenue beaucoup plus forte. Haruto pense qu'elle peut vaincre le monstre. Cependant, à sa grande surprise, le monstre commence à régénérer les dégâts infligés par Magica. Néanmoins, Magica ne se laisse pas décourager, sachant qu'un diable... Le diable n'est pas une créature ordinaire. Elle décide de le vaincre d'un seul coup décisif. Elle tente d'utiliser Stella, mais le démon détecte rapidement ses intentions et se déplace rapidement derrière elle comme s'il s'était téléporté. Il tente de lui porter une attaque fatale, mais elle l'évite de justesse. Les deux adversaires s'engagent dans un combat rapide, utilisant leur vitesse, tandis qu'elle cherche une occasion d'activer sa magie. Cependant, le démon lui enlève toute chance de le faire. Prenant l'avantage, le démon libère une puissante aura qui l'envoie s'écraser au sol. Haruto crie son nom, se sentant impuissant et se demandant pourquoi il ne peut que regarder. Il se demande si les 8 années qu'il a passées à s'entraîner n'ont pas été vaines, et s'il n'est né que pour assister à une répétition du même résultat. Soudain, il sent son mana et se souvient qu'il peut utiliser la magie même sans mouvement physique. Déterminé, il décide d'élaborer un plan. Quelques instants avant d'être projeté en arrière, Magica tente d'esquiver une attaque du diable. Sachant qu'un seul coup pourrait la tuer, elle tente de créer une distance entre elle et le démon afin d'activer son artefact. Cependant, le démon libère une puissante aura. Magica, la projetant au loin et la faisant s'écraser, tout en accumulant du mana. Rapidement, le démon convertit le mana en une énorme tempête de feu, se préparant à la diriger vers Magica. Se sentant vaincue, Magica ferme les yeux et accepte son destin. Elle est loin de se douter qu'Haruto a activé sa compétence de piratage. Lorsque Magica rouvre les yeux, elle remarque que les flammes de la tempête de feu ont changé de direction. Surprise et déconcertée, elle se demande comment cela est possible. Elle remarque que le diable flotte dans le ciel malgré lui, comme si une force invisible le soulevait. Elle voit alors Haruto en train de faire quelque chose sur le sol et soupçonne que c'est lui qui est à l'origine de ce phénomène. Haruto l'appelle et lui demande d'utiliser son artefact sur le démon. Magica accepte et active rapidement Stella Magnum sur le démon, le détruisant complètement. Stella Magnum, une forme avancée de Stella qui inflige de multiples coups de poing énergétiques à un adversaire en un seul coup de poing. Haruto et Magica sont ravis d'avoir vaincu le démon, mais Haruto est épuisé et s'évanouit. Inquiète, Magica l'assiste et lui demande s'il va bien. Haruto lui assure que c'est juste. Il ne s'agit pas d'une maladie temporaire, mais d'une montée en niveau, et il se rétablira bientôt. Malgré ses objections, Magica soulève Haruto sur son dos, promettant de le ramener à l'auberge. Avant qu'il ne puisse protester davantage, elle l'emmène dans le ciel, lui expliquant que c'est sa façon de le remercier pour son aide. Magica mentionne qu'elle n'a jamais vu Haruto utiliser la compétence de piratage auparavant. Il explique qu'il l'a appris après qu'elle a quitté la pièce. Haruto décrit la compétence en détail, laissant Magica stupéfaite de ses capacités. Il admet qu'il n'aurait pas pu vaincre le diable seul parce qu'il ne pouvait pas bouger son corps, et reconnaît que c'est Magica qui a sauvé la ville. Haruto se demande qui a vaincu le diable dans sa vie antérieure. Il se souvient que l'incident a été important pour la ville, mais il a du mal à se souvenir de l'identité du héros. Soudain, Haruto ressent une présence inquiétante et familière et demande à Magica de s'arrêter. Magica se demande pourquoi puisqu'ils sont presque arrivés à l'auberge. Cependant, sentant le sérieux d'Haruto, elle se plie à sa demande. Ensemble, Haruto et Magica observent depuis le toit et aperçoivent une personne familière.
Il s'agit de la voiture de tout alhure, vêtue d'une robe noire et dégageant une forte odeur maléfique. Aura maléfique. Haruto est certain que cette personne qui marche en contrebas est celle qui a tué Anna dans sa vie passée. Il s'agit du méchant sorcier Gamazon. Majika s'inquiète de voir Haruto dans un tel état de tension et de colère, ce qu'elle n'a jamais vu auparavant. Elle l'interroge sur l'identité de l'homme et Haruto lui révèle qu'il s'agit de Gamazon Solsway, l'un des 12 généraux d'Unifonia. Majika reconnaît avoir entendu parler de Gamazon, qui est réputé pour être le magicien le plus puissant du monde. Dans un accès de colère, Haruto tente de lui lancer un sort et Majika essaie de le calmer. Cependant, Haruto insiste sur le fait qu'il doit vaincre Gamazon quoi qu'il arrive. Majika l'avertit qu'il n'est pas en état de se battre, d'autant plus qu'il est atteint d'une maladie qui l'empêche de se tenir debout correctement. Malgré sa colère, Haruto tente de partir, mais Majika le retient fermement, ce qui provoque une lutte entre eux. Haruto supplie Majika de le laisser partir, mais elle refuse, expliquant qu'il est actuellement impossible pour lui de sortir victorieux de Gamazon. Au bout d'un certain temps, Haruto commence à comprendre le bien fondé des conseils de Majika, et admet qu'il ne peut vraiment pas vaincre Gamazin dans son état actuel. Plus bas, l'un des soldats qui accompagne Gamazin l'interroge sur son implication dans l'apparition d'un démon. Gamazin présente un objet et explique qu'il s'agit d'un objet d'invocation rare qu'il a récemment acquis et qu'il voulait tester. Déçu, il le décrit comme un simple déchet puisqu'il ne peut invoquer qu'un démon de bas niveau que quelqu'un d'autre a déjà vaincu avant qu'il ne puisse arriver et le vaincre lui-même. Frustré, Gamazin brise l'objet. Le soldat prévient Gamazin que même le plus faible des démons possède un immense pouvoir de destruction, capable d'anéantir un petit pays. En tant que l'un des 12 généraux d'Unifonia, il insiste sur l'importance de protéger le pays plutôt que de le détruire. Irrité par le sermon moral du soldat, Gamazin utilise sa magie pour soulever le soldat dans les airs, ignorant les appels à la pitié du soldat. Tragiquement, Gamazin met fin à la vie du soldat en l'écrasant de force au sol. Gamazin demande à un autre soldat de préparer la calèche pour son retour à la capitale afin de poursuivre ses recherches. Le soldat l'informe qu'ils n'ont pas encore trouvé la personne qu'ils recherchent et lui demande s'il peut partir, prétend qu'une telle personne n'existe pas en ville. Cependant, à l'improviste, Gamazon fixe son regard intense sur Haruto et Majika, qui sont figés par le choc d'avoir été découverts malgré leur tentative de se cacher. Gamazon sourit et exprime sa surprise qu'un des dangereux individus identifiés par le pape soit présent en ville. Il reconnaît sa force, croyant qu'elle a vaincu le diable et la considère comme un excellent sujet de recherche. Il envisage d'abord de tuer Majika sur le champ, puis se ravise, réalisant qu'elle n'est pas encore la cible de la nation. Il craint que le fait d'agir à l'insu du roi n'entraîne la fin de son soutien à la recherche. Il estime donc qu'il est trop risqué de la tuer et décide d'aller de l'avant en espérant la rencontrer un jour. Après le départ de Gamazon, Majika avouait qu'elle a crainte pour sa vie. Voyant Haruto encore secoué et effrayé, elle lui tend la main. Haruto reconnaît qu'il a été stupide en pensant pouvoir affronter Gamazon, reconnaissant qu'il s'agit d'un véritable monstre. Déterminé, Haruto se promet de surpasser Gamazon lorsqu'ils se rencontreront à nouveau. Quelques jours plus tard, Haruto et Majika se rendent au marché. Ils discutent du refus de Majika d'accepter les récompenses du seigneur de Kinotagris pour avoir vaincu le démon, uniquement parce que le seigneur n'a pas tenu compte de la contribution d'Haruto en raison de son faible pouvoir d'existence. Haruto lui demande si elle est gênée par le fait que les hommes du seigneur ne lui offrent plus de récompenses. Majika lui assure qu'elle va bien. Curieuse, elle demande à Haruto pourquoi il n'est pas reconnu, ce à quoi il répond que c'est inévitable, car le pouvoir d'existence détermine la valeur d'une personne dans le monde. Cependant, il reste concentré sur sa volonté de devenir plus fort. Soudain, Haruto sent une présence familière et se retourne. Majika lui demande ce qui a attiré son attention et il lui répond qu'il a vu quelque chose de familier. La personne qu'il a senti est en fait le marchand qui a tenté de lui voler son argent. Le marchand le reconnaît et s'approche, demandant si Haruto se souvient de lui. Haruto tente de le nier, mais son expression irritée le trahit. Haruto et Majika tentent d'ignorer le marchand, mais celui-ci supplie Haruto de se joindre à lui en tant qu'aventurier dans le donjon. Un marchand se présente sous le nom de Leon et demande à se joindre à leur groupe. Il prétend appartenir à la classe des héros, une profession rare. Mais Haruto rejette catégoriquement sa demande, il n'y a pas d'autre solution que de se joindre à eux, car il pense que les héros ne sont pas très utiles, malgré leur rareté. Leon les supplie en leur disant qu'il a quitté son travail pour les rejoindre. Cependant, Haruto voit clair dans le mensonge et suggère que Leon a été renvoyé pour avoir volé et qu'il essaie maintenant de gagner rapidement de l'argent dans le donjon. Leon est surpris qu'Haruto connaisse la vérité. Il continue de supplier, mais Majika l'assomme d'un coup de poing magique. Le lendemain, Haruto est dans le donjon et utilise la dague qu'il a créée grâce à l'artisanat. Remarquant que Leon le suit depuis leur rencontre au marché la veille, Haruto décide d'aller au niveau supérieur du donjon, pensant que Leon ne pourra pas le suivre. Contre toute attente, il aperçoit Leon poursuivi par une meute de loups et appelant à l'aide. Leon aperçoit Haruto et lui demande de l'aide. Haruto utilise son pouvoir thermique pour engloutir les loups dans les flammes et sauve Leon. Après le sauvetage, Leon tente d'expliquer qu'il suivait Haruto et n'avait pas réalisé qu'ils étaient au niveau supérieur.
Mais Haruto, qui ne veut rien entendre, l'attrape par le col et lui reproche de s'être aventuré au niveau supérieur, qui n'est pas fait pour les débutants. Lion exprime son désir d'être le partenaire d'Haruto, mais Haruto rejette l'idée. Pensant que Lion ne ferait que le gêner, Haruto suggère à Lion de repartir, mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un loup inattendu surgit de nulle part et attaque Lion, le mordant au cou et semblant le tuer. Haruto vainc rapidement le loup mais se sent attristé de voir Lion gisant sans défense. Haruto s'en veut pour la mort de Lion et regrette de l'avoir repoussé, regrettant de ne pas l'avoir accepté comme partenaire. À la surprise d'Haruto, Lion se réveille comme si de rien n'était et demande à Haruto s'il est certain de vouloir de lui comme partenaire. Haruto hurle de stupeur, se demandant comment Lion peut encore être en vie. Miraculeusement, la blessure de Lion guérit et il révèle qu'il a oublié de mentionner qu'il est en fait un vampire. Haruto croit que les vampires sont des créatures qui sucent le sang des gens la nuit pour rester en vie, mais Lion explique que c'est une idée fausse créée par le public. En réalité, les vampires ne sont pas si différents des humains. Ils sont simplement plus forts et ont une durée de vie normale. Lion, cependant, révèle qu'il est un peu différent puisqu'il est immortel. Quand Haruto lui demande comment il a acquis cette capacité, Lion répond qu'il s'est passé beaucoup de choses et qu'il a maximisé sa tolérance à la douleur. Haruto s'enthousiasme et demande à Lion s'il peut être « Les humains peuvent aussi acquérir cette capacité ». Lion pense que c'est impossible pour n'importe quelle race et dit qu'il n'a pas acquis cette capacité tout seul. Lion révèle qu'il n'appartient pas à ce monde, mais qu'il était à l'origine un humain dans un monde différent, dans un pays appelé Japon. Il explique qu'il a eu un accident et qu'il s'est réincarné dans ce monde avec un corps indestructible. Haruto est surpris car l'expérience de Lion est assez similaire à la sienne. Haruto demande alors si la tolérance à la douleur de Lion a également été augmentée pendant cette période. Lion répond que cela s'est produit peu après sa réincarnation dans ce monde. Lion explique qu'il avait encore la conscience de son autre vie après sa réincarnation dans Fortunia. Mais le monde dans lequel il s'est réincarné était complètement différent de celui dans lequel il est mort. Ce monde ressemblait à ceux des livres et des films fantastiques. Avec son nouveau corps immortel, sa nature de vampire et son métier de héros, Lion a dû se sentir comme le protagoniste de cette histoire fantastique. Et pendant un certain temps, il a vécu exactement de cette manière. Tout cela a changé quelques années plus tard, lorsque la chasse aux vampires de l'église de Fortimus a commencé. C'était une époque sanglante pour être un vampire, et Lion n'aurait pas pu avoir la vie plus dure. Ses parents ont finalement été assassinés sous ses yeux. Il aurait pu mourir à ce moment-là, mais son corps était immortel. Voyant sa nature immortelle, l'église le déclara hérétique, puis le captura et le tortura en lui infligeant ce qu'elle appelait le châtiment de Dieu. Jour après jour, le vampire immortel fut tourmenté par l'église. Il ressentait toute la douleur de la torture et souhaitait constamment qu'elle prenne fin. Mais la mort est quelque chose qui ne vient jamais. Pendant les 50 années qui suivirent, Lion fut enfermé et soumis au châtiment de Dieu. Mais un jour, après 50 ans de torture, sa tolérance à la douleur a atteint son maximum. Il a donc cessé de ressentir la douleur. Dès lors, il attendit patiemment une ouverture pour s'échapper de l'église, ce qu'il finit par faire. Une fois qu'il a vu cette fenêtre d'opportunité métaphorique et littérale, il a sauté et a continué à courir aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Lion raconte qu'après s'être échappé, il a vécu des centaines d'années dans la clandestinité. Finalement, il est sorti de sa cachette et est arrivé dans cette ville pour rejoindre la guilde des aventuriers. La suite de l'histoire se raconte d'elle-même. Et, comme Lion a essayé de l'expliquer dès le début, ce cycle d'aventure est la raison pour laquelle Arto ne peut pas avoir les capacités de Lion. Arto ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Lion, une telle histoire. Il est pour le moins déconcerté. Dans tout cela, Lion a encore un regret. Il regrette de ne pas avoir eu ses compétences actuelles lorsque ses parents ont été tués. Peut-être aurait-il pu les protéger. Le désir de Lion fait instantanément comprendre à Haruto que Lion n'est pas si différent de lui. Lion s'excuse encore une fois pour sa mauvaise première impression et avoue qu'en plus de son désir d'argent, il a aussi un fort désir de devenir plus fort. C'est pourquoi il veut absolument rejoindre l'équipe d'Haruto. Il attend la réponse d'Haruto, mais le jeune homme reste silencieux. Au bout d'un moment, Haruto s'éloigne et Lion reste abattu, pensant que Haruto ne l'a toujours
Haruto et ses compagnons sont partis en calèche pour Euphonia. Comme on pouvait s'y attendre, Haruto s'entraîne en méditant à l'intérieur. Lion ne cesse de se plaindre de la longueur du voyage. Magika profite de l'occasion pour demander à Haruto quels sont ses projets, et celui-ci lui révèle qu'il compte s'inscrire à l'Académie Royale d'Euphonia, l'académie la plus difficile du royaume. Lion ne comprend pas pourquoi Haruto a l'intention d'aller à l'école à ce stade de sa vie, et Haruto ne sait pas comment répondre à cette question sans rien dévoiler. Heureusement, ils sont distraits par un lourd choc dans la calèche. Le conducteur leur dit que les roues de la calèche se sont coincées dans une fissure et qu'il faudra du temps pour les réparer. Est-ce que je viens de dire heureusement? Haruto est prêt à marcher le reste du trajet, mais le vampire montre enfin son utilité. Lion soulève tout le rocher où est coincé le chariot et parcourt une bonne distance avec. La fête est belle. Le coup de Lion a été un peu rude, mais ils sont maintenant arrivés à Euphonia. Haruto demande à ses compagnons de l'aider à porter ses sacs sur le reste du chemin pendant qu'il va s'occuper de quelque chose. Immédiatement, il disparaît de leur vue. Il se met à courir vers l'endroit où il sait que Hana se trouve sûrement. Il ne l'a pas vue depuis très longtemps, on peut donc comprendre son empressement. Il sait qu'ils ne finiront peut-être pas ensemble dans cette vie. Mais tout ce qu'il veut à ce moment-là, c'est voir celle qu'il aime. N'est-ce pas adorable? Hana est avec son amie à l'académie, mais elle ressent soudain une sensation inhabituelle. Elle dit qu'elle a l'impression que quelqu'un qu'elle veut vraiment voir est proche. Son amie lui répond que c'est une sensation qu'elle ressent parce que la personne qu'elle veut voir est proche. Hana se demande alors quel genre de personne il serait. Peu après l'arrivée d'Haruto à Euphonia, Magika et Lion arrivent à leur tour à la capitale et rejoignent Haruto. Les deux compagnons en profitent pour faire un tour rapide de la ville. Pendant leur visite, Lion dit qu'Euphonia ressemble à une ville de héros. Quand on lui demande de s'expliquer, il fait référence à l'endroit où il a vécu dans sa vie précédente. C'est exactement comme ça. Le cœur du pays qui abrite des millions de personnes. Le quartier central où vit le roi. Les bureaux administratifs du pays entourent le centre. Et la résidence où vivent les nobles de la classe supérieure. Juste à côté du château se trouve l'église Fortimus de la religion d'État. Compte tenu de son expérience, nous pouvons être sûrs que Lion ferait tout pour éviter cet endroit. La mini-visite est terminée et il est temps de s'installer. Haruto révèle son intention de commencer. Préparer l'examen d'entrée à l'académie, ce qui surprend ses compagnons, qui ne pensaient pas que l'académie avait un examen d'entrée. Haruto oublie presque de leur parler du petit donjon qui existe à Euphonia, et de la guilde qui existe également dans la ville. Cela faciliterait sans doute la tâche des aventuriers. Finalement, il rejoint sa chambre et dit au revoir à ses compagnons en leur promettant de rester en contact. Quelques jours plus tard, Haruto se trouve sur le site de l'examen d'entrée à l'Académie Royale. Comme on peut s'y attendre d'une institution aussi prestigieuse, des milliers de candidats se disputent à les places limitées de l'Académie. Cette fois, ce ne sera peut-être pas si facile. Quant à Haruto, il a passé la plupart de son temps à chercher Hana. Il est très difficile de repérer une personne au milieu d'une foule immense. Alors Haruto décide de se promener dans l'enceinte de l'Académie pendant un moment. Presque tout ce qu'il voit dans l'académie lui donne un sentiment de nostalgie. Il voit un banc et se souvient que c'est sur ce même banc qu'il a passé de nombreuses heures avec Hana. Cela fait vraiment 70 ans. Haruto se console en se disant qu'il n'a qu'à réussir l'examen pour revoir Hana. Au bout d'un moment, Haruto retourne sur le lieu de l'examen et a la surprise de voir ses compagnons en négociation avec l'un des responsables de l'examen. Ces gars-là essaient vraiment de s'inscrire à l'examen. Magika dit qu'elle le fait uniquement pour tester ses capacités, mais Lion affirme qu'elle souhaite simplement vivre la vie scolaire avec Haruto. Toujours sur le dos de l'autre, le vampire et l'écureuil se comportent parfois comme le chat et le rat. Le fonctionnaire interrompt leur réunion de groupe pour s'enquérir des frais d'examen. Il s'avère que Lion et Magika n'ont pas les moyens de payer les frais d'examen parce qu'ils ont dépensé toute leur économie dans le quartier des nobles. Lion a acheté une épée de luxe, Magika a dépensé les siennes en nourriture. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Haruto a à peine le temps de réprimander ses compagnons qu'ils sont interrompus par un utilisateur de la magie du vent qui demande ce que font ces trois bruyants perturbateurs dans les parages. Ce visage est familier à Haruto car il reconnaît l'homme comme l'un des instructeurs de l'académie, Douage. Douage a l'air d'un homme fier et grossier, et il ne manque pas d'être grossier avec Haruto et ses compagnons, les traitant de personnes non civilisées qui ne devraient pas être autorisées à entrer dans l'académie. Haruto se retient, mais il doit aussi empêcher Lion d'affronter l'instructeur avec colère. Il explique à Lion et à Magika l'importance de Douage à l'académie, et comment il aime s'intéresser au statut et au pouvoir d'existence des gens. Cet homme a l'air d'avoir beaucoup d'ennuis. Comme Haruto l'avait prédit, Douage jette un coup d'œil à son pouvoir d'existence, et le voit si bas, à une étoile. Il se moque de la faible tentative d'Haruto d'entrer à l'académie et conseille au jeune homme de rentrer chez lui. Il conseille également à Magika et à Lion de rentrer chez eux. S'ils peuvent ouvertement être les compagnons d'une personne existentielle de bas rang, que peuvent-ils vraiment offrir à l'académie? Haruto garde son sang-froid et rappelle à Douage que ce sont les résultats de ces tests qui détermineront son entrée, pas son pouvoir existentiel, et certainement pas l'instructeur. Il payait les examens d'entrée de ses compagnons cette scène va avec Douise, Lion et Magika, laissant l'instructeur complètement désemparé. Douise est embarrassé et décide de les retrouver à l'examen d'entrée. L'examen d'entrée est divisé en unités théoriques et pratiques, et la partie théorique vient en premier. Haruto est bien préparé pour celle-ci et répond facilement à toutes les questions.
Il regarde ses compagnons, et aucun ne semble s'en sortir aussi bien que lui, surtout Lion. Haruto veut les aider, mais il remarque que Doise est toujours derrière lui, à l'affût de la moindre faute. Pendant ce temps, Doage remarque qu'Haruto réussit l'épreuve écrite, mais il ne s'en préoccupe pas trop. Après tout, l'examen pratique n'a pas encore eu lieu, et Doage en est directement responsable. Il a hâte que l'examen pratique commence. L'examen écrit est terminé et l'examen pratique est sur le point de commencer. Bien entendu, l'examen pratique est supervisé par Doage. Le travail pratique est basique. Les élèves doivent simplement ouvrir une boîte de toutes les façons possibles. C'est simple mais difficile car la boîte a été renforcée par une compétence magique de renforcement. Les élèves essaient autant que possible et avec différentes méthodes. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à briser la boîte. Doage sourit d'une oreille à l'autre dans un coin. Cet homme est un sadique fier de l'être, qui aime voir les gens échouer. La prochaine à être jugée est Magica. Magica monte sur l'estrade et on dirait que tout va se passer comme d'habitude. Le Doage remarque que le nom de la jeune fille lui est familier, mais il ne se souvient pas où il l'a entendu. Comme c'est une demi-bête, il pense qu'elle utilisera la force brute comme les autres. À sa grande surprise, la boîte est brisée en un clin d'œil. Magica a frappé à un endroit avec une vitesse et une précision incroyables, jusqu'à ce qu'elle se brise. C'est ça, être une bête. C'est alors que Doage est frappé. Il se souvient de Magica comme l'une des personnes que le pape a désignées comme des êtres dangereux. Eh bien, cet être dangereux est le premier à passer son test. C'est au tour de Lion. Et vu la façon dont il se présente, Doage prédit qu'il n'y a aucune chance que ce simple d'esprit réussisse son test. Lion apporte son épée, et avec sa force vampirique, il brise la boîte en morceaux. Bon, qui sont ces types? Doage ne peut pas continuer le test à cause des dégâts causés à la boîte et à la zone. Il reporte donc le test jusqu'à ce que les réparations soient faites. Il en profite pour transmettre les dernières informations à ses collègues instructeurs. Les instructeurs sont divisés sur la question de savoir s'il faut admettre des personnes potentiellement dangereuses dans leur académie. Finalement, ils acceptent d'admettre Lion et Magica en raison de leur pouvoir existentiel 4 étoiles. Ces deux-là, s'ils sont bien entraînés, ont le potentiel nécessaire pour faire partie des généraux d'Euphonius XII à l'avenir. Doage n'a aucun problème à admettre ces deux-là. C'est Arto qui l'inquiète. Même s'il est certain qu'une personne dotée d'un pouvoir existentiel d'une étoile n'a aucune chance de réussir le test, il doit s'assurer qu'Arto ne le réussisse pas. Doage renforce donc la boîte avec les compétences de Iolos. Iolos est un spécialiste. C'est alors que Doage est frappé. Il se souvient de Magica comme l'une des personnes que le pape a désignées comme des êtres dangereux. Eh bien, cet être dangereux est le premier à passer son test. C'est au tour de Lion. Et vu la façon dont il se présente, Doage prédit qu'il n'y a aucune chance que ce simple d'esprit réussisse son test. Lion apporte son épée, et avec sa force vampirique, il brise la boîte en morceaux. Bon, qui sont ces types? Doage ne peut pas continuer le test à cause des dégâts causés à la boîte et à la zone. Il reporte donc le test jusqu'à ce que les réparations soient faites. Il en profite pour transmettre les dernières informations à ses collègues instructeurs. Les instructeurs sont divisés sur la question de savoir s'il faut admettre des personnes potentiellement dangereuses dans leur académie. Finalement, ils acceptent d'admettre Lion et Magica en raison de leur pouvoir existentiel 4 étoiles. Ces deux-là, s'ils sont bien entraînés, ont le potentiel nécessaire pour faire partie des généraux d'Euphonius XII à l'avenir. Doage n'a aucun problème à admettre ces deux-là. C'est Arto qui l'inquiète. Même s'il est certain qu'une personne dotée d'un pouvoir existentiel d'une étoile n'a aucune chance de réussir le test, il doit s'assurer qu'Arto ne le réussisse pas. Doage renforce donc la boîte avec les compétences de Iolos. Iolos est un spécialiste. Sort spécial de renforcement par absorption qui garantit que plus on applique de force à un objet, plus il devient fort. La scène est restaurée et la personne suivante doit continuer l'examen. Doage est assez confiant dans le sort qu'il a lancé. Il est impossible qu'Haruto puisse le briser. À la surprise de l'instructeur, le candidat suivant est un type différent auquel il ne s'attendait pas du tout. Doage a dû penser qu'Haruto s'était inscrit auprès de ses compagnons, d'où la confusion. Tout va bien, il n'y a aucune chance que l'autre jeune réussisse l'examen non plus. Doage observe le garçon au pouvoir existentiel à 2 étoiles qui tente de lancer de la magie pour briser la pierre. Si un pouvoir à 2 étoiles est si inefficace, alors il n'aurait pas dû se préoccuper d'Haruto. La boîte bleue n'est pas brisée, mais elle commence à chauffer. Au début, il pense que le gamin à 2 étoiles est vraiment puissant, mais Haruto remarque que son mana est hors de contrôle et qu'il pourrait tuer tout le monde s'il n'était pas maîtrisé. Il demande à Lion et Magica de quitter les lieux et se lance dans le feu de l'action. Pendant ce temps, Doage s'en aperçoit et tente de contrôler le résultat de la magie, mais sa magie défensive n'est pas assez puissante pour contenir l'explosion. Le gamin s'effondre sur le sol et s'évanouit, son mana épuisé. Le bouclier magique commence à se briser. Tout espoir semble perdu jusqu'à ce que quelqu'un arrive en utilisant la compétence de Axe. Haruto fait une entrée remarquée. Doage le regarde avec mépris, demandant ce qu'une personne aussi faible peut faire contre l'explosion. Haruto ignore l'instructeur et s'occupe de la boîte brûlante. Elle se trouve à un point critique, et tout contact malencontreux provoquerait une explosion. Au bout d'un moment, Haruto commence à neutraliser le mana du gamin aux 2 étoiles, à la grande surprise de Doage. Grâce à ce mouvement, il élimine le mana et arrête l'explosion, sauvant ainsi l'école de la catastrophe. Mais ce n'est pas tout. Haruto ramasse la boîte et constate que du Iolos y a été ajouté. Il explique à l'instructeur à quel point l'Iolos peut devenir instable lorsqu'on y ajoute une magie faible. À ce moment-là, Doage ne sait plus où donner de la tête. Haruto lui fait remarquer que même s'il est inférieur, il a acquis un haut niveau de compétence en travaillant suffisamment dur. Doage, embarrassé, n'a d'autre choix que de le laisser passer.
Tous les trois ont maintenant réussi l'examen. Après avoir passé le test, Haruto, Lion et Magica reçoivent leur uniforme de l'académie, et ils ont l'air bien habillés. Magica se sent un peu mal à l'aise dans le sien, et les gars commencent à la taquiner sur sa beauté. Le lion en particulier la taquine beaucoup. Ils font face à une dépense inattendue avec les vêtements, puisqu'ils doivent payer 10 pièces d'or par personne pour les uniformes. D'accord, il y a l'arnaque et l'arnaque. Comme Magica et Lion n'ont pas d'argent, Haruto propose de les payer à nouveau. Ils apprécient, mais refusent dans son offre. Il ne peut pas continuer à régler toutes les factures à leur place. Après avoir confirmé qu'ils peuvent payer à la collecte, qui a lieu dans 2 semaines, Magica et Lion emmènent Haruto à la guilde où ils peuvent trouver des demandes très intéressantes et gagner de l'argent. Il y a beaucoup de demandes sur le tableau d'affichage de la guilde, mais la plupart d'entre elles sont des quêtes bon marché qui ne leur rapporteront rien d'important en 2 semaines. Au bout d'un certain temps, ils finissent par trouver une quête qui leur offre 30 pièces d'or. Il s'agit de soumettre le dragon de feu qui vit dans la montagne du nord. Haruto ne pense pas que cette quête soit réaliste, tant au niveau du prix que de l'existence. La simple présence d'un dragon devrait suffire à détruire un pays entier. Il ne leur dit pas qu'au niveau 99, Haruto a combattu un dragon dans sa vie passée et qu'il s'en est sorti de justesse. Peu importe celui-ci. Lion dit que les risques et les récompenses de la quête ne sont pas proportionnels et ils sont tous d'accord. Mais la curiosité tue le chat. Et ces chatons commencent à être très curieux. Finalement, ils décident de répondre à la demande pour voir si le dragon se montre vraiment. Ils sont tellement absorbés par leur quête qu'ils ne remarquent pas que quelqu'un les observe dans l'ombre. Une semaine s'est écoulée depuis qu'ils ont accepté la requête et le groupe a parcouru toutes les montagnes sans trouver de dragon. Ils ont cependant trouvé et tué d'autres monstres, et les matériaux et les pierres magiques qu'ils ont obtenus des monstres peuvent certainement leur permettre d'obtenir leurs uniformes. Malgré cela, ils sont déçus de ne pas trouver de dragon. Le bon côté de la chose, c'est qu'ils sont partis à l'aventure ensemble pour la première fois depuis longtemps. C'est ce qui leur manquait. Haruto offre à Lion et Magica un cadeau spécial qu'il a fabriqué. C'est un pendentif, et il dit qu'il montre à quel point il est reconnaissant de les avoir dans sa vie. C'est très gentil. Après une nuit mémorable, les compagnons se couchent. Mais ils ne peuvent pas dormir longtemps, car la température ambiante est plus élevée que d'habitude. Lorsqu'ils ouvrent leur tente, ils sont choqués de voir la forêt en flammes, et, juste devant, la créature. Le dragon.